physique est la science qui tente de comprendre, de modéliser et d'expliquer les phénomènes naturels de l'univers. Comme les masses d'eau océaniques sont en mouvement, la physique est souvent considérée comme la science qui est à la base de tous les phénomènes observables dans le fleuve Saint-Laurent. Afin de mieux comprendre la turbulence des fluides et améliorer les modèles qui permettent de prédire leur comportement physique, Cédric Chavanne et Danny Dumont, tous deux professeurs en océanographie physique à l'ISMER, s'intéressent de près aux lois qui régissent le mouvement des eaux du fleuve Saint-Laurent. L'océanographie requiert plusieurs angles d'attaque, plusieurs disciplines, plusieurs champs de savoir pour pouvoir y voir quelque chose, y comprendre quelque chose. Où se situe la physique là-dedans? Bien, je pense que si on commence à poser des questions sur comment le phytoplancton arrive à croître dans l'océan, comment le mélange de l'oxygène, par exemple, la distribution de l'oxygène dans l'eau se fait. Bien, plus on creuse, plus on doit arriver à, justement, la physique, le monde physique, l'eau, les forces, les grands principes aussi auxquels le monde physique obéit, qui sont assez bien comprises et assez universelles aussi en physique. En fait, quand on essaie de dégager des lois et les appliquer pour décrire ce monde marin, donc dans lequel se passe plein d'autres choses extrêmement complexes. Je m'intéresse principalement au courant, au mouvement de l'eau, et plus en particulier à des échelles qui ne sont pas bien résolues par les modèles numériques qui sont utilisés par exemple pour les prédictions du climat. Mais on sait que toutes les échelles ont des effets les unes sur les autres. C'est le fameux effet papillon là, dont on parle souvent pour l'atmosphère, où on dit que le battement d'aile d'un papillon à un endroit de la Terre pourrait déclencher plusieurs jours plus tard une tempête à un autre endroit. Donc c'est que les toutes petites échelles de l'échelle du papillon pourraient affecter des grands tourbillons sur plusieurs milliers de kilomètres. Donc dans l'océan, c'est la même chose que dans l'atmosphère. Mais malheureusement, nos ordinateurs ont une certaine puissance finie, puis on ne peut pas résoudre toutes ces échelles à la fois. Donc on est limité souvent là, pour les modèles climatiques à des échelles de l'ordre de 10 à 100 km pour l'océan. Or, tout ce qui se passe en dessous de ça, on ne sait pas trop comment le représenter. Puis c'est pour ça que moi je m'intéresse à observer ce qui se passe réellement dans l'océan à ces petites échelles-là. La raison pour laquelle c'est un problème difficile, hein, c'est parce que l'océan, c'est de l'eau, puis l'eau est un fluide qui, à ces échelles-là, est turbulent. Donc, c'est-à-dire que son comportement fait en sorte qu'il déferle, on va dire, dans des mouvements aléatoires qui partent des grandes échelles aux petites échelles. Donc ça, c'est la réalité. On s'y échappe pas, on le sait que c'est comme ça. On la comprend pas tout à fait, on n'a pas de théorie là, qui pourrait nous permettre de bien décrire ce qui se passe avec grande précision. Et je pense même que, en fait, les évidences actuelles nous disent qu'on ne sera pas jamais capable de prévoir avec une grande précision ce qui va se passer après un temps T dans un fluide turbulent. Il y a une composante qui ressemble à de l'aléatoire, mais qui ne l'est pas, mais qui échappe à notre observation puis aux exercices de prévision qu'on peut faire même avec les modèles les plus précis. Et pourquoi on s'y intéresse? Bien, c'est parce que l'humain a des activités aussi en mer et qu'on aurait quand même besoin de prévoir, par exemple, où va se retrouver un objet qui flotte à la surface, ou quelle est la trajectoire d'une cellule dans la colonne d'eau, quel est son historique de vie, donc, parce qu'elle va être exposée en surface à de la lumière, puis la turbulence, le mélange, les mouvements océaniques vont l'apporter en profondeur. On aimerait bien savoir quel est son historique de vie pour mieux comprendre comment il va évoluer. Ensuite, il y a des bestioles qui nagent aussi, donc eux aussi sont affectés par les déplacements d'eau et la turbulence à différentes échelles aussi. Donc, c'est pour toutes ces questions-là, donc on est capable de comprendre qu'il y a plein d'applications parce que l'humain doit pêcher, extraire des ressources, faire des activités, naviguer, bien qu'on a besoin de plus en plus, en fin de compte, de prévoir ce qui va se passer. En science, l'importance des expériences effectuées sur le terrain n'est plus à démontrer. Pour améliorer les modèles scientifiques et augmenter leur efficacité, il est nécessaire de multiplier les expériences pour accumuler et analyser beaucoup de données. L'une des méthodes employées par les équipes scientifiques de l'ISMER consiste à déployer une multitude de bouées dérivantes à partir de leurs navires de recherche et à analyser leur parcours.
Avec les résultats obtenus, on arrive à restreindre les marges d'erreur des modèles utilisés et on améliore la compréhension des phénomènes physiques du fleuve. On a déployé plusieurs types de bouées dérivantes. Pourquoi? Parce que chaque type de bouée dérivante, tout dépendamment de sa forme, de sa profondeur, de sa hauteur, etc., va être soumis à différentes forces parce que l'océan est stratifié. Près de la surface, on a des courants qui vont dans une telle direction, mais juste un peu en dessous, ils vont dans une autre direction, et tout ça varie dans le temps et dans l'espace. Donc, on a différents types de bouées dérivantes qu'on a intercomparées les unes avec les autres, et ça nous donne une image un peu plus complète de cette variabilité des courants. Donc, une des bouées qu'on a mis à l'eau ressemble à une croix, finalement. Donc, c'est un poteau dans lequel on a des batteries, l'électronique, etc. Donc, une espèce de téléphone. L'antenne de téléphone est sur la tête, ici. Et puis, pourquoi elle a une croix comme ça? Elle a comme 4 bras. 1, 2 comme ça. Parce que si elle en avait juste 2, bien, elle pourrait se mettre dans une direction par rapport aux vagues où elle dériverait plus vite ou moins vite. Donc, en mettant 4 comme ça, peu importe dans quelle orientation elle est par rapport aux vagues, elle va dériver toujours à la même vitesse. C'est une bouée qui est utilisée depuis plusieurs décennies, qui a été optimisée justement pour qu'on ait une mesure fiable des courants près de la surface. Hein. C'est une bouée qui a à peu près 1 mètre de haut une fois dans l'eau, avec la petite antenne qui dépasse pour pouvoir envoyer sa position aux satellites, donc qui eux-mêmes, ces satellites-là, nous envoient la position, puis on peut la suivre en temps réel sur notre écran. Et à la fin, on prend ces données-là, puis on a des petites spaghettis partout sur une carte. Et c'est ces données-là qui nous aident à faire notre travail. Il arrive parfois que les expériences menées à bord du Coriolis 2 soient des plus spectaculaires. Dans le cadre de la mission du projet T-Rex, l'un des objectifs consistait à déverser un colorant, inoffensif pour l'environnement, afin d'observer sa dispersion dans l'espace et dans le temps. Les résultats de cette expérience haute en couleurs permettraient de mieux anticiper les répercussions d'un déversement quelconque dans les eaux du fleuve, comme dans le cas d'une éventuelle catastrophe environnementale où une grande quantité de pétrole se retrouverait dans le Saint-Laurent. Imaginez qu'il y ait une nappe de pétrole là, qui fuit d'un bateau puis qui s'étale à la surface. Elle ne va pas faire juste bouger en gardant sa forme, elle va aussi s'allonger, s'agrandir, c'est ce qu'on appelle la dispersion. Et donc pour pouvoir savoir où la nappe va se retrouver, puis quelle côte elle va toucher, il faut qu'on connaisse à la fois comment elle se déplace, mais aussi comment elle s'agrandit. Donc pour ça, d'habitude on se base sur nos fameux modèles numériques. Puis là on a voulu justement les tester, voir si les prédictions sont fiables en simulant un déversement de pétrole. Donc pour ça, on ne pouvait pas utiliser évidemment du vrai pétrole, là, parce que c'est pas acceptable environnementalement, puis on ne veut pas non plus salir le Saint-Laurent. Donc on a utilisé un colorant inoffensif pour l'environnement, qui s'appelle de la rhodamine, qui est souvent utilisé là, pour des études, parfois même dans les cours d'eau, d'eau douce, comment l'eau circule, même dans les sols, etc. Donc là on l'a utilisé directement dans l'océan. Et puis l'avantage de ce colorant, c'est qu'il est visible déjà à l'œil, il a une couleur violette quand il est pur, puis quand on le met dans l'eau de mer, il apparaît comme orange depuis la surface. Et puis il est fluorescent, donc on peut aussi le mesurer avec des capteurs dans l'eau pour voir aussi à quel point il se disperse en profondeur. Alors là, ouais, on a utilisé des drones pour prendre des images de hauteur de la surface et puis pouvoir délimiter les contours de la nappe de colorant. Puis du coup, connaître son étendue et voir à quel point elle change au cours du temps. On a aussi utilisé des capteurs qu'on mettait dans l'eau directement à partir de petits bateaux pour voir cette fois-ci la structure verticale. Le but final, là, c'est vraiment d'améliorer nos modèles de prévision. Ça permet évidemment d'améliorer notre réponse en cas de catastrophe, mais aussi de faire des meilleures prévisions au niveau du changement climatique, par exemple. L'essence même des masses d'eau océaniques complique la tâche des chercheurs, car leur mouvement demeure impossible à prédire sans marge d'erreur.
C'est la raison pour laquelle il demeure primordial de poursuivre les recherches et les expériences afin d'accumuler de plus en plus de données qui permettront de réduire ces marges d'erreur et d'améliorer la réponse des unités d'intervention en cas de besoin. C'est un peu de l'exercice de lancer un dard. En gros, un bon joueur va être capable de lancer très près du centre. En gros, c'est ce qu'on aimerait qu'un modèle fasse. Donc, si le centre, c'est la personne, on aimerait que le modèle puisse nous indiquer où est la personne. Et donc, là, imaginons que le modèle actuel, finalement, envoie des dards à l'intérieur d'un demi-mètre autour du centre. Bien, on sait qu'on peut réduire, on avait confiance au début du projet qu'on pouvait réduire, en fin de compte, cette erreur-là, puis de se rapprocher le plus possible du centre. Et c'est ce qui s'est passé, en gros. Dans le courant du projet, on a creusé, on est revenu à la base, aux équations du mouvement, de la physique. Et ensuite, on a mis ça, évidemment, ce modèle-là, à l'épreuve d'observation. Il nous fallait des observations pour tester la validité du modèle. Encore une fois, ça revient à dire on va lancer beaucoup de dards parce que juste un jet, on peut être chanceux. Hein? On peut viser le bullseye, on peut être chanceux avec un, mais ça ne nous donne pas nécessairement une évaluation très approfondie de la capacité du modèle à prévoir. Et en moyenne, bien, on a pu constater que les améliorations qu'on a fait au modèle, les changements qu'on a fait au modèle, bien, amélioraient la performance. Donc, on arrive à réduire l'erreur que le modèle fait. Évidemment, on est très conscient qu'on n'arrive jamais à zéro en termes d'erreur. Mais on peut montrer que, finalement, le résultat, c'est qu'on se trompe moins souvent et de moins aussi. Donc, dans un cas particulier, bien, ça peut vouloir dire trouver ou non une personne. Mais si on transpose ça aussi à d'autres applications, comme le déversement d'un polluant néfaste pour l'environnement, bien, moins on a d'erreurs, en gros, dans notre prévision, mais plus on va être capable d'intervenir efficacement dans un court laps de temps. Donc, évidemment, on ne s'occupe pas, on n'a pas regardé en détail les méthodes d'intervention. Donc, ça, c'est un autre champ, le champ d'expertise de nos partenaires, comme la garde côtière, les premiers répondants, comme la CIMEC qui récolte le pétrole. Mais en même temps, il y a une autre application qui émerge beaucoup quand on veut protéger les écosystèmes et prévenir les risques. Bien, c'est d'utiliser les modèles pour nous dire bien, quels seraient les impacts du polluant qu'on n'arriverait pas à récolter. Parce qu'évidemment, il ne faut pas se leurrer, on est même dans un déversement d'hydrocarbures où on a des estacades, etc., on récupère juste la portion qui flotte, mais on sait que le pétrole se dissout, etc., et toute cette portion-là est irrécupérable. Mais elle est toujours là dans l'environnement. Et donc, il est quand même important de savoir où va aller ce pétrole-là, cette composante dissoute, ou n'importe quel autre polluant qu'on est incapable de récupérer. Et dans le but de comprendre quels impacts il pourrait y avoir sur différents aspects de l'écosystème, que ce soit la plage, les sédiments ou carrément les organismes vivants qui vivent au fond ou dans l'eau. Et là, bien, c'est là que, évidemment, interviennent les autres spécialistes là, de la biologie marine, les chimistes, les sédimentologues, etc., avec qui on collabore évidemment. Mais à la base, donc la trajectoire de ces masses d'eau-là polluées, par exemple, et leur mélange, donc encore une fois soumis à la turbulence et tous les processus physiques océaniques, bien, sont importants à prendre en compte.